Et si cette Coupe d'Afrique des Nations, censée être la plus belle vitrine du football africain moderne, venait en réalité de laisser derrière elle une odeur persistante de malaise? Et si, derrière les stades flambant neufs, les lumières spectaculaires et les discours officiels, se cachait une autre histoire? Une histoire que l'on préfère ne pas raconter? Pendant un mois, le Maroc a accueilli l'Afrique du football avec ambition, puissance et promesse. Tout semblait réuni pour une camp historique. Et pourtant, aujourd'hui, une question dérangeante s'impose. Avons-nous assisté à une simple compétition sportive, ou à quelque chose de beaucoup plus trouble? Je ne parle pas ici d'erreurs d'arbitrage isolées. Je ne parle pas de fautes oubliées ou de pénaltys discutables. Ça, le football en connaît partout. En Coupe du Monde, à l'Euro, en Ligue des Champions, non. Je parle d'un climat, d'un sentiment, d'une suite de faits troublants qui, mis bout à bout, dessinent une image bien plus inquiétante. Une impression d'impunité, de pression, voire d'institutionnalisation de certaines pratiques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 faits précis, visibles à l'écran, ignorés ou minimisés par beaucoup, mais qui racontent peut-être la vraie histoire de cette camp. Avant d'aller plus loin, une chose doit être claire. Il ne s'agit pas ici d'accuser le peuple marocain. Le supporter marocain est comme tous les supporters africains, passionné, fier, engagé. Il aime son équipe, il veut la voir gagner. Rien de plus normal. Il ne s'agit pas non plus de dire que le Maroc est le premier pays à bénéficier d'erreurs d'arbitrage. Le football est imparfait. Les arbitres aussi. La vraie question est ailleurs. Quand l'erreur devient répétition, quand la passivité devient système, quand certaines règles semblent s'effacer selon l'équipe concernée, alors on ne parle plus seulement de football. Ce que le Maroc était venu chercher dépassait largement la simple victoire sur le terrain. Ici, il ne s'agissait pas seulement de marquer des buts ou de soulever un trophée. Ce que le Maroc voulait, c'était le prestige, celui qui scelle l'histoire d'un pays dans l'imaginaire collectif. C'était l'honneur, celui qui transforme une équipe nationale en symbole national et fait vibrer des millions de supporters. C'était la reconnaissance internationale, celle qui confirme que le Maroc est capable d'organiser une compétition de classe mondiale, de tenir tête aux meilleurs et de rayonner sur la scène footballistique globale. Cette scène avait également une dimension symbolique et émotionnelle très forte. 50 ans s'étaient écoulés depuis la seule victoire marocaine en Coupe d'Afrique, remportée dans un format aujourd'hui disparu, où le triomphe se jouait au point marqué plutôt qu'à une finale dramatique. 50 ans d'attente, d'espoir, de rêve d'une nation entière. L'enjeu n'était donc pas seulement sportif, il était historique, presque mythique. Mais derrière cette façade de passion et de jeu, se jouait un enjeu stratégique et politique majeur. Le Maroc n'était pas seulement sur le terrain pour cette CAN. Il se préparait déjà à un rendez-vous encore plus colossal, la Coupe du Monde 2030, co-organisée avec l'Espagne et le Portugal. Et au cœur de cette préparation, une bataille silencieuse, mais ô combien cruciale. Convaincre la FIFA que Rabat mérite d'accueillir la finale mondiale, que ses stades, son organisation, son infrastructure, sa capacité à mobiliser les foules, sont dignes de l'événement le plus suivi au monde. Dans ce contexte, chaque image, chaque séquence, chaque geste sur le terrain prenait une importance démesurée. Chaque match n'était plus seulement un match, c'était un message adressé au monde entier, une vitrine pour montrer que le Maroc pouvait non seulement organiser, mais influencer, imposer sa légitimité et s'affirmer comme un acteur incontournable du football mondial. Et c'est exactement ce qui rend cette CAN si fascinante et, en même temps, si complexe à analyser. Car derrière les tribunes en liesse et les drapeaux qui flottent, il y avait une stratégie, un objectif, un récit soigneusement orchestré, où chaque victoire, chaque décision arbitrale, chaque incident devenait une pièce du puzzle du prestige national et de l'ambition internationale. Officiellement, le Sénégal est sacré champion de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le terrain, c'est une victoire incontestable. Chaque action, chaque passe, chaque tactique a été menée avec précision. Dans le jeu, les Lions de la Teranga ont montré leur maîtrise, leur cohésion et leur intelligence collective. Et sur le plan mental, leur résistance a été exemplaire. Face à la pression d'un stade en ébullition, face aux attentes d'une nation entière, face à l'intensité d'une finale qui aurait pu basculer à chaque instant, ils ont tenu bon, concentrés, déterminés, inébranlables. Mais alors que la joie et la fierté semblaient s'installer, un scénario pour le moins surréaliste a commencé à se dessiner. Une plainte officielle est déposée contre le Sénégal, invoquant une sortie de terrain non autorisée par certains joueurs.
Et soudain, l'impensable surgit. Un pays qui a conquis la CAN sur le terrain pourrait voir son titre menacé, voire retiré, après coup. L'idée elle-même semble irréelle. Dans l'histoire du football africain, jamais une telle situation n'avait été imaginée. Si cette sanction venait à se concrétiser, ce ne serait pas seulement un revers pour le Sénégal. Ce serait un véritable séisme institutionnel, un précédent historique qui ébranlerait les fondations mêmes du football africain. La crédibilité de la compétition serait mise à mal. La confiance des joueurs, des fédérations, des supporters et même des investisseurs étrangers pourrait vaciller. La CAN, cet événement qui célèbre le talent, la discipline et la passion du continent, risquerait de se transformer en une énigme juridique et politique où le terrain compterait moins que les procédures et les règlements interprétés a posteriori. Face à une telle perspective, il devient évident que la compétition dépasse désormais le simple cadre sportif. Chaque décision, chaque contestation, chaque geste pourrait être scruté, analysé et potentiellement utilisé pour réécrire l'histoire, pour influer sur le palmarès officiel. Et c'est précisément ce qui rend cette édition de la CAN si fascinante et si controversée. Car derrière la célébration d'une victoire se cache une ombre de doute, un rappel brutal que dans le football africain moderne, le jeu ne s'arrête pas toujours à la fin du coup de sifflet. Brahim Diaz est à terre dans la surface, victime d'un contact que beaucoup jugeraient suffisant pour obtenir pénalty. L'arbitre, pourtant idéalement placé, ne siffle pas. Le jeu continue. Mais ce qui aurait pu passer pour une simple décision arbitrale oubliée devient rapidement un moment clé, un révélateur de dynamique et de pouvoir sur le terrain. Dès cet instant, Brahim Diaz ne se contente pas de protester. Il fonce vers l'arbitre, gesticule avec véhémence, élève la voix, lève les bras, impose une pression maximale. Il ne s'agit pas d'un joueur frustré, il s'agit d'un joueur qui teste les limites, qui pousse l'autorité à bout, qui semble, pour un instant, redéfinir les règles du jeu. Dans n'importe quel championnat sérieux du monde, ce comportement serait sanctionné immédiatement. Un carton jaune minimum, parfois un carton rouge, selon le contexte. En Ligue des Champions, au cœur d'un classico, au Real Madrid? Jamais. Absolument jamais un joueur n'oserait un tel affront à l'autorité arbitrale. Ici, pourtant, rien ne se passe. L'arbitre reste passif, silencieux, immobile. L'autorité attendue est absente. Et alors que la pression atteint son paroxysme, l'arbitre consulte la VAR, non pour trancher l'action, mais comme si la décision ne pouvait plus être prise dans le moment présent. Le message implicite est clair pour tous ceux qui observent. L'arbitre peut être bousculé. L'arbitre peut être intimidé. Le joueur peut, par sa seule force de présence, influer sur l'issue d'une décision. C'est bien plus qu'une simple erreur de jugement. C'est une rupture dans l'équilibre du match, une fracture dans la neutralité que chaque compétition doit garantir. La confiance dans l'autorité arbitrale, qui constitue le socle même du jeu, est ébranlée. Et pour les spectateurs, pour les joueurs adverses, pour les institutions, c'est un signal inquiétant. Ici, les règles ne sont plus uniformes, et la ligne entre le jeu et l'influence commence à s'estomper. Dans ce simple échange entre joueurs et arbitres, c'est toute la psychologie du match, la crédibilité de la finale et l'équité de la compétition qui sont mises en question. C'est peut-être l'un des épisodes les plus choquants et révélateurs de cette finale. Car ici, nous ne parlons pas d'une simple erreur de jeu, d'un geste isolé ou d'un moment de tension passager. Nous parlons d'un détail crucial, d'un élément fondamental pour un gardien, la serviette. Pour un gardien, la serviette n'est pas un accessoire anodin. C'est un outil de travail, un prolongement de sa préparation mentale et physique. C'est la garantie que ses gants resteront secs, que sa prise sera assurée, que chaque ballon pourra être attrapé avec confiance. C'est la sécurité dans l'action, la routine qui permet de se concentrer uniquement sur le jeu. Et ce détail prend une importance maximale lorsque le terrain est glissant, que la pluie alourdit les gants, que chaque seconde et chaque geste peuvent décider d'un but ou d'un arrêt décisif. Et pourtant, ce moment si sensible a été violé. Dès la demi-finale, des stadiers sont intervenus pour retirer la serviette du gardien nigérian. Un acte déjà inconcevable. Mais en finale, la scène se répète, cette fois à l'encontre du gardien sénégalais.
Ce qui aurait dû rester un moment intime de concentration pour un joueur devient un champ de bataille psychologique. Et la situation dégénère encore. Ce ne sont pas seulement les stadiers. Des membres du staff, des joueurs, et même certains officiels viennent se mêler à l'action. Hakimi, le capitaine marocain, saisit la serviette et la jette, un geste direct de perturbation. Sabiri, joueur sorti du terrain, empêche le gardien remplaçant de récupérer son outil indispensable. Chaque geste, chaque intervention est une tentative manifeste de déstabilisation psychologique, un anti-jeu pur qui dépasse le simple cadre de la compétition. Et l'arbitre, placé au cœur de l'action, témoin direct de ces manipulations et provocations? Rien. Pas un carton. Pas une sanction. Pas une intervention. Le silence arbitral devient assourdissant, et avec lui, la neutralité, la justice du match et l'équité se dissolvent sous nos yeux. Ce qui aurait dû être un simple match de football, fondé sur la discipline, la technique et le fair-play, se transforme alors en scène où la pression et l'intimidation deviennent un outil stratégique, un instrument de manipulation visible par tous, mais sanctionné par personne. Dans ce contexte, chaque spectateur, chaque joueur, chaque officiel présent sur le terrain comprend que quelque chose a basculé. Le terrain n'est plus seulement un lieu de jeu, mais un théâtre où le pouvoir et l'influence peuvent surpasser les règles officielles, et où l'équilibre fragile de la compétition est menacé. Et voici peut-être l'élément le plus symbolique, celui qui dépasse le terrain pour toucher directement l'image et la perception de toute la compétition. Le président de la FIFA, assis à quelques mètres seulement du frère du roi du Maroc, devient un acteur involontaire du récit. Ses gestes, ses mimiques, ses réactions visibles à chaque action favorable au Maroc trahissent plus que de la simple attention. On devine un supporter derrière l'autorité, un spectateur investi, un observateur émotionnel plutôt qu'un arbitre neutre. Chaque froncement de sourcils, chaque mouvement de tête, chaque respiration trahissent une tension, une implication, un parti pris difficile à nier. La neutralité, ce principe fondamental qui devrait être intangible, devient ici presque une illusion fragile. Mais l'apothéose arrive peu après. Le Maroc se voit attribuer le prix du fair-play. Oui, vous avez bien entendu. Après tout ce qui s'est produit sur le terrain, les gestes de déstabilisation, la manipulation de la serviette, l'intimidation psychologique des gardiens, la passivité des arbitres, et en tribune, où des supporters sénégalais ont été pourchassés, brutalisés, mis en danger, ce prix est remis. Le message implicite est clair. Tout était peut-être déjà écrit, avant même le coup de sifflet final. Le spectacle du terrain, les émotions, les tensions, les incidents, tout cela semble encadré par une logique préétablie, où le résultat officiel et les récompenses annexes ont été anticipés. Le fair-play, principe sacré qui symbolise le respect des règles et de l'adversaire, devient ici un simple accessoire symbolique, détaché de la réalité vécue sur le terrain et dans les tribunes. Cette scène laisse un goût amer, mais surtout, elle pose la question essentielle pour le football africain. Quelle crédibilité peut-on accorder à une compétition où les institutions et les récompenses semblent anticiper le résultat plutôt que le récompenser? Le terrain ne suffit plus à raconter l'histoire. La vraie histoire se joue dans les coulisses, dans les regards, dans les gestes, et malheureusement parfois, dans ce que la FIFA et la CAF laissent passer sans sanction. Alors soyons clairs, le football africain n'a rien à se reprocher. Il n'est ni honteux, ni inférieur. Les joueurs, les supporters, les entraîneurs, tous ont montré passion, talent et engagement. L'Afrique peut être fière de ce qu'elle produit sur le terrain. Mais cette CAN soulève une question cruciale, une interrogation qui dépasse le simple cadre sportif. Qui contrôle réellement le jeu? Où s'arrête l'erreur humaine, légitime et compréhensible, et où commence l'influence de l'intérêt politique ou stratégique? Car si l'on se fie aux résultats officiels, le Sénégal a remporté cette compétition sur le terrain, par son jeu, son mental et sa détermination. Mais en observant de plus près, on peut se demander si cette victoire n'a pas dérangé un scénario qui semblait déjà écrit en coulisses, où certaines décisions, certaines attitudes et certains gestes semblaient orienter le match vers un résultat précis. Alors, je vous invite à ouvrir les yeux et à regarder avec votre propre jugement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez réellement vu. Pas ce que les réseaux, les médias ou les communiqués officiels vous ont dit de voir. Mais ce que vos yeux, vos émotions et votre sens de l'observation ont perçu sur le terrain et dans les tribunes. Parce que parfois, le football dépasse le simple football.
Il devient miroir de nos institutions, reflet de nos tensions et révélateur de jeux de pouvoir invisibles. Et cette CAN, plus que tout autre, nous rappelle que chaque match raconte une histoire. Celle qui se joue à la vue de tous, et celle qui se trame dans l'ombre.